il y avait en France une pratique extrêmement libérale de l'épisio, à tel point qu'à une époque, on disait quasiment qu'il fallait faire des épisio à tout le monde. Sauf que, à l'époque, le taux d'épisio était, vous voyez, de 70% chez les primipares. Mais, lors des premières recommandations en 2005, il y avait déjà eu une réflexion de la part des professionnels en disant on est sûrement arrivé à une extrême. Et cette première réflexion avait déjà montré avant les recos une diminution de manière significative du nombre d'épisiotomies. Et dès 2005, ce qu'il faut comprendre et remettre bien en exergue, c'est que l'élaboration de recommandations, c'est un long processus qui va impliquer plusieurs intervenants pour analyser les données scientifiques par des groupes de professionnels et qui sont impliqués dans la réflexion. On n'est pas là comme ça au hasard pour dire tiens, on va s'intéresser à un problème. C'est qu'il y a déjà une réflexion et cette réflexion des professionnels, on va avoir pour but de la guider pour qu'on s'améliore. Pour avoir une petite idée de l'évolution du taux d'épisiotomie entre 2005 et ces dernières recommandations de cette année, il faut reprendre les données issues du travail de Béatrice Blondel de l'INSERM, qui montre qu'en 2010, il y avait 44,8% d'épisio chez les primipares, on est actuellement à 34,9%. On est passé chez les multipares de 14,5 à un peu moins de 10, et au total, il y a actuellement en France une femme sur 5 qui a une épisiotomie. Donc il y a, vous voyez, en 20 ans, de 98 à maintenant, une vraie évolution, puisque en fait on est passé d'un taux de 50% d'épisio à 20%. Donc le rôle et le travail de cette année, c'est d'essayer d'encore améliorer, mais il faut quand même avoir à l'esprit que même si l'épisiotomie n'a pas de pouvoir universellement préventif, on sait qu'il y a un fort retentissement de ressenti par les femmes sur un plan physique et psychologique, mais il n'est pas question du tout de bannir l'épisiotomie. Et le rôle du travail, c'est de dire au bout du compte quand on doit réellement la faire, de façon à ce que ça soit compris par les femmes et accepté par les professionnels. Dans le même temps, il faut regarder ce qui se passe et ouvrir la porte et regarder en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas où il y a eu cette politique de restriction d'épisiotomie beaucoup plus précoce de ce qu'on a observé en France, sauf que dans le même temps, ils ont vu une augmentation des lésions du sphincter anal et des complications urinaires. Donc il y a un juste milieu à trouver et voilà pourquoi cette réflexion telle que c'est issue cette année va nous aider à donner aux professionnels les arguments pour dire quand on doit faire et quand on ne doit pas faire. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à d'autres situations, il n'y a aucun modèle prédictif à l'avance pour dire cette dame devra avoir une épisio ou ne devra pas avoir d'épisio. Ça n'existe pas. Lorsque l'accouchement est normal, même si l'enfant se présente par le siège, même dans les présentations gémellaires, la littérature scientifique est formelle, il n'y a pas d'indication d'aller faire systématiquement une épisiotomie. Le fait de donner ça pour des présentations un peu plus inhabituelles, le siège c'est 4%, les jumeaux il y en a 2,5% en France, donc on est un peu dans la marge, mais jusqu'à ces extrêmes, pas de preuve d'intérêt de l'épisiotomie. Par contre, dès lors que le dégagement de ce futur nouveau-né va nécessiter l'utilisation d'instruments, car on a en France à peu près 15% de naissances qui vont nécessiter une aide instrumentale, que ce soit les ventouses, les forceps, je vais revenir dessus. Et bien là, devant le risque de léser le sphincter anal, il est parfaitement légitime et maintenant souvent recommandé, mais pas systématiquement recommandé, de pratiquer une épisiotomie, en sachant que l'épisiotomie, quand elle est faite, elle ne doit pas être médiale, elle doit être ce qu'on appelle médio-latérale, pour éviter que cette incision qu'on fait avec le ciseau puisse filer et aller vers le sphincter anal. Donc il y a un apprentissage bien sûr technique, il y a eu un débat de longues années avec d'autres pays entre médian et médio-latéral, c'est médio-latéral. Et donc, lorsqu'on est amené à faire une extraction instrumentale, qui est faite parce que le bébé est bloqué au niveau du vagin, ou lorsqu'il y a des anomalies du rythme cardiaque fœtal, puisque les patientes sont surveillées, il ne faut pas oublier qu'en France, près de 90% des patientes ont une péridurale, donc là aussi la sensation et tout ça est également un peu différente. Eh bien, quand on a le temps, on va faire une ventouse, qui est à peu près utilisée en France pour 50% des extractions instrumentales. Et lorsque par contre, il faut quand même se dépêcher parce qu'il y a des anomalies, l'extraction par des instruments comme les forceps ou les spatules, c'est à peu près utilisé
25% dans chaque cas, eh bien, on a une extraction plus rapidement. Par contre, la recommandation pour, dans ces situations d'extraction, de limiter le taux d'épisiotomie, c'est quand on utilise des forceps et des spatules, eh bien, lorsque la tête arrive sur le périnée qui s'emplit, eh bien, on peut retirer l'instrument et finir l'accouchement normalement. Ceci peut limiter le nombre d'épisiotomies. L'intérêt aussi de la ventouse, c'est qu'on peut faire une vraie extraction sans faire d'épisiotomie. Mais les recommandations générales, c'est n'hésitez pas dans ces situations à pratiquer l'épisiotomie. Maintenant, et c'est l'élément peut-être le plus important, il faut prendre le temps d'informer les femmes. Et quand on voit le gynéco-bashing qu'il y a depuis 2 ans et qui sont en fait des critiques sur le fait « vous n'avez pas eu le temps de nous dire, de nous informer », il faut comprendre qu'au moment où l'obstétricien ou la sage-femme prend la décision de faire le forceps, ou de faire l'épisiotomie, pardon, on ne va pas poser les gants puis commencer à discuter longuement avec le couple parce que c'est un peu tard. Il y a des décisions à prendre et des décisions à prendre rapidement. Eh bien, il faut, au cours de la grossesse, se donner le temps d'expliquer ce qu'est un accouchement, des circonstances. Et l'entretien prénatal précoce du 4e mois, un moment où tout le monde est content de cette grossesse, personne n'est submergé par plein d'émotions, le bébé ne bouge pas encore, à ce moment-là, donc on est prêt à l'écoute, eh bien, c'est le moment propice pour commencer cette information qui sera également suivie lors des séances de préparation à l'accouchement, et cet entretien fait partie de notre feuille de route. Simplement, le constat, et peut-être qu'on en reparlera dans cette conférence de presse, c'est que les moyens humains qui frappent aujourd'hui les maternités, autant pour les médecins que pour les sages-femmes, eh bien, qui sont les seuls à essuyer les critiques dans ces situations, eh bien, tout compte fait ne permet pas de prendre le temps et de proposer toutes ces solutions d'information, alors qu'en fait elles sont dans les textes. L'entretien du 4e mois, il devrait être fait. La préparation à l'accouchement, elle peut être faite soit dans la structure de l'accouchement, soit d'ailleurs avec des sages-femmes libérales. Et quand on regarde en fait le panel, on s'aperçoit que la majorité des femmes n'y vont pas, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Et dans une structure, et on peut prendre toutes les structures de nous présents ici, il nous faut en moyenne probablement un 5e de sage-femme en plus si on voulait former ça, puisque c'est beaucoup les sages-femmes qui font l'entretien du 4e mois, la préparation à la naissance. Donc l'épisiotomie, c'est un élément dont il faut limiter, tout le monde a cette conscience, mais il faut donner les moyens d'informer les patientes que l'épisiotomie, ce n'est pas un drame, et qu'il y a des vraies indications qui sont un effet protecteur aussi bien pour le nouveau-né parce qu'on veut qu'il naisse plus vite, que pour la protection du périnée, pour éviter ces lésions du sphincter anal. Et vous verrez dans les documents qu'on vous a donnés, les pays où en fait il n'y a pas le frein lorsque la tête du fœtus sort, ce qui est dans les pays scandinaves, ils ont à peu près 10 fois plus de lésions du sphincter anal que ce qu'on a en France. Donc, pas d'épisio, attention, il ne faut pas tomber dans l'extrême avec les conséquences que ça a, qui sont là des conséquences définitives.